Aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Si le système terrestre repose naturellement sur une alternance de périodes de glaciation et de réchauffement, expliquées notamment par des variations d'intensité du Soleil et la tectonique des plaques, l'activité anthropique a profondément bouleversé cette périodicité biophysique. On parle alors du dérèglement climatique. L'abolition de la peine de mort en France. Notre maison brûle. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle. L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. C'est quoi le Global Change ? Le Global Change, ou changement climatique global, c'est l'ensemble des modifications majeures engendrées à l'échelle planétaire, aussi bien par les activités anthropiques que les évolutions biophysiques naturelles. Pour mieux comprendre ce changement, on peut parler d'une sorte de boucle de rétroaction climatique. On parle de la hausse des températures. Cette hausse engendre une fonte de la cryosphère plus importante. La cryosphère, c'est l'eau à l'état solide. La fonte de la cryosphère est ainsi marquée tant par l'accélération de la fonte des banquises que par la rétractation et la diminution de l'épaisseur des glaciers. Cette fonte-là entraîne une baisse de l'albédo. C'est la part des rayonnements solaires qui sont renvoyés dans l'atmosphère. Autrement dit, les gaz à effet de serre sont conservés à la surface terrestre, provoquant dès lors une hausse des températures et un réchauffement global. La boucle poursuit son fonctionnement, conduisant ainsi à une hausse toujours plus élevée de ces températures. En parallèle, on observe également une conquête plus importante de la végétation, entraînant une évapotranspiration de la forêt plus importante, libérant et augmentant ainsi la concentration en gaz à effet de serre. Là encore, cela conduit à une augmentation globale des températures. Deux phénomènes connexes contribuent donc à la hausse des températures, d'une part la libération plus forte de gaz à effet de serre, et de l'autre, la capacité affaiblie à renvoyer des rayonnements solaires dans l'atmosphère. Si le réchauffement planétaire est un phénomène naturel, c'est la vitesse de réchauffement qui en revanche inquiète. En effet, lors de la dernière période de réchauffement planétaire, les températures ont augmenté de 6 degrés en l'espace de 10 000 ans, soit une moyenne d'1 degré toutes les 1600 années. Or, dans la période actuelle, l'augmentation est de 1 degré en 100 ans. Les conséquences sont d'ores et déjà dramatiques, faisant du changement de nos pratiques une nécessité absolue. Les émissions de gaz d'origine anthropique sont aussi bien liées au processus de combustion fossile, on peut penser au pétrole ou au charbon, qu'à la diminution des surfaces forestières, notamment liées à la déforestation, ou encore au mode de traitement des terres agraires. Toutes ces émissions sont d'une ampleur sans précédent et responsables de dérèglements irréversibles. La consommation des ressources naturelles augmente elle aussi à une vitesse effrénée, impactant plus encore les écosystèmes planétaires. Concrètement, il faudrait à l'heure actuelle 2,7 planètes pour supporter les usages actuels de la population mondiale si tout le monde vivait comme la population française. Ainsi, les humains ont profondément bouleversé les cycles habituels, faisant finalement de l'humanité une force géophysique à part entière. Cela peut s'expliquer par différents processus, à commencer par l'accroissement naturel. On est passé de 1 à 7 milliards d'humains en 200 ans, ou par l'instauration et la diffusion du capitalisme, système qui repose sur le productivisme et le consumérisme, autrement dit, rechercher toujours plus de profits en augmentant la consommation et en transformant les modes de production, quitte à détruire la planète pour y parvenir. Ces perturbations menacent de manière diverse et de plus en plus prononcée, aussi bien la santé et vitalité des écosystèmes et de la biodiversité, que le bien-être et la santé de l'humanité. On peut notamment évoquer des vagues de chaleur de plus en plus fortes et de plus en plus nombreuses, ainsi que des pollutions de l'air également plus prononcées. Ces deux facteurs contribuant à une augmentation des maladies respiratoires et des décès liés aux canicules. On peut également penser aux feux de forêt, aux processus de déforestation de plus en plus nombreuses, au retrait des glaciers et à la fonte du permafrost, à l'augmentation du niveau de la mer. Depuis un siècle, le niveau des mers a augmenté de 17 cm et cela pourrait encore s'accentuer grandement. Les scénarios d'ici la fin du XXIe siècle sont de l'ordre de 40 cm à 1 mètre d'augmentation. Cela signifierait la disparition pure et simple de nombreux espaces de vie, à commencer par les îles et les villes littorales.
On peut également penser aux processus de variation climatique qui se sont accentués, comme les épisodes de sécheresse, de gel, les inondations, les cyclones plus violents, tout cela contribuant par exemple à la réduction de production agricole et de pertes non compensées, ou à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire que cela entraîne. Enfin, on peut également illustrer ces conséquences du dérèglement climatique par les pertes écosystémiques irréversibles. La disparition est 100 fois à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel le laisserait supposer. Il apparaît clairement que l'homme est au cœur des enjeux concernant cette protection de la planète. Pour autant, il est possible d'agir face à ces problèmes planétaires. Il est ainsi nécessaire de modifier en profondeur nos modes de vie. La protection des écosystèmes et de la biodiversité est centrale. Il est en cela nécessaire de protéger les espèces, tant animales que végétales, mais aussi d'agir sur la protection des terres, des cours d'eau, des océans. On peut notamment penser aux écosystèmes coralliens, qui représentent 0,2% des océans, mais 25% des espèces marines vivantes, et dont la superficie a diminué de 20% en 40 ans. L'autre point, c'est l'idée de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est l'idée de parvenir à un équilibre permettant de contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre par la captation de ces émissions. Autrement dit, il faut réussir à limiter l'émission de CO2 et de méthane au niveau des capacités d'absorption dont la planète dispose. Cette courbe, effectivement, ne fait que monter, les émissions de gaz à effet de serre. À un moment, il faut qu'elle descende. Et si elle ne descend pas à partir de 2025, on n'aura quasiment aucune chance de rester en dessous des 1,5 degrés, ce qui était l'objectif de l'accord de Paris. Et à partir de 1,5 degré, entre 1,5 et 2 degrés, on rentre dans ce que les climatologues du GIEC appellent une forme d'incertitude profonde, avec potentiellement des effets en cascade que nous ne pourrions pas prévoir et que nous ne pourrions pas maîtriser. La situation est critique, il y a urgence, et on a toutes et tous un rôle à jouer. Alors agir, ça passe par différents champs. Agir sur la production d'énergie, la consommation de charbon, de pétrole, de gaz, avec le passage à des énergies peu carbonées, l'éolien, le solaire, l'hydraulique. Concrètement, la consommation de charbon doit par exemple disparaître avant 2050. Agir, c'est aussi agir sur l'industrie, avec l'utilisation plus efficace des matériaux et au processus réutiliser, recycler et réduire les déchets. Agir, c'est aussi agir sur l'agriculture, préserver et gérer de manière durable les différents milieux, les cultures, les élevages, les forêts. C'est restaurer des écosystèmes, les tourbières, les savanes, les prairies, et prendre de nouvelles habitudes de consommation, avec une alimentation plus riche en végétaux, et avec une réduction de la consommation de la viande. Agir, c'est aussi agir sur les transports, diminuer les usages et réduire la demande, avec par exemple le biais du télétravail, ou limiter l'étalement urbain. C'est aussi avoir recours à des modes de production moins polluants, comme l'électrique, les transports en commun, et surtout recentrer les pratiques autour des modes actifs, le vélo et la marche, et les investissements sur ces modes de déplacement. Il faut bien avoir en tête qu'en France, les transports sont le principal facteur d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la moyenne d'émissions de gaz annuelles à l'échelle mondiale est de l'ordre de 6,9 tonnes de CO2 par personne. Mais cette moyenne cache d'importantes variations et disparités en fonction des territoires et personnes concernées. Les 10% les plus riches sont à eux seuls responsables d'environ 40% des émissions. Leur potentiel d'action, de réduction des émissions est donc d'autant plus fort. Plus encore, pour parvenir à une action efficace d'atténuation des risques du dérèglement climatique, les financements vers les solutions d'avenir devraient être 3 à 6 fois plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il est également important de souligner que les énergies viables ont vu leur coût fortement diminuer ces dernières années, à l'image de l'énergie solaire ou de l'éolien, baissant respectivement de 85 et de 55% en une décennie. Enfin, le GIEC a mis en exergue le fait que l'inaction climatique, la conservation du modèle consumériste et capitaliste actuel, coûte plus cher que les coûts des mesures pour permettre d'atténuer ces émissions et leurs conséquences. Alors le constat est là, les solutions sont là, il n'y a plus qu'à.